d'aborder la question de la réalité du tourisme durable. Puisque depuis ce matin, nous n'avons pas cessé de parler durabilité, de parler tourisme, de parler aménagement du littoral, mais aussi dégradation des ressources. Et aujourd'hui, bien sûr, on a cet outil qui est la gestion intégrée de la mer et des littoraux. Nous avons vu que cette durabilité, quel que soit le mot qu'on lui donne, globalement, on reprend bien l'idée derrière, est absolument partout. La vraie question, c'est comment on embraye sur le réel. Parce que la durabilité, on en parle quand même depuis 40 ans à peu près. Et aujourd'hui, la question, c'est comment on embraye. Alors évidemment, je vais vous demander de nous faire quelques commentaires sur ce que vous avez entendu. Est-ce que ça vous semble être de l'ordre du durable, de l'ordre du réalisable? Et ensuite, eh bien, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous aider à avancer dans cette compréhension de l'enjeu du tourisme durable en Méditerranée? Madame, on va peut-être commencer par vous. Bonjour à tous, merci pour ces contributions qui sont précieuses pour l'élu que je suis. Je représente ici le comité régional du tourisme qui est présidé par David Disnat, qui est également le maire de Cannes. Donc je tenais à l'excuser, je me fais une joie de participer à ces travaux qui me semblent être très enrichissants. J'aurais aimé qu'on puisse faire un tour de table pour chacun puisse se présenter, mais je comprends bien que voilà, le temps qui nous est imparti est assez court. Donc en tout cas, j'étais très sensible par l'ensemble des propositions qui ont été faites. Certaines, et heureusement d'ailleurs, existent déjà et on essaye de les mettre en place dans nos collectivités. Je suis conseillère départementale des Alpes-Maritimes et je suis également élue de la ville d'Antibes, donc une commune du littoral qui essaye tant bien que mal en tout cas de promouvoir des actions et de réaliser, puisqu'on parlait de réel à l'instant, des actions pour préserver notre environnement. Bien sûr que le développement durable, on en parle depuis 40 ans, mais c'est vrai qu'on sent quand même depuis 20 ans, 10 ans, des préoccupations qui sont beaucoup plus importantes. Il y a une prise de conscience, je le pense, collective de cette notion d'environnement, que ce soit auprès des jeunes. On voit bien que dans les écoles, de plus en plus, les enfants sont amenés à travailler. C'est même rentré grâce à l'éducation nationale dans le programme des collégiens de 5e, c'est le développement durable. À mon époque, on n'en parlait pas. Mais également dans la vie de tous les jours, on voit que de plus en plus de citoyens sont sensibilisés à l'environnement, que ce soit à travers le tri chez soi, la multiplicité aussi des ramassages citoyens qui s'opèrent sur nos littoraux, souvent à l'initiative d'ailleurs d'associations, mais qui sont accompagnés également par les collectivités sur le volet sécuritaire. Ce que je voulais dire aujourd'hui, je préfère plutôt peut-être répondre à vos questions. Ce que je voulais juste avancer, c'était qu'on est bien sûr préoccupé par tous ces problèmes environnementaux et de tourisme. En fait, on a à peu près 11 millions de visiteurs par an dans les Alpes-Maritimes, enfin sur la Côte d'Azur, et 90% de nos visiteurs viennent sur le littoral, 10% seulement dans le haut pays. Donc on a bien conscience de cette masse qui arrive chaque été. Notre stratégie au sein du CRT, c'est d'essayer d'abord de travailler sur les ailes de saison. Il y avait une proposition tout à l'heure qui parlait justement d'essayer de gérer les flux, mais tout le monde en a conscience, on a tous envie de ça. Nous, en tant que visiteurs, le mois d'août, c'est le mois que je déteste parce qu'il y a tout le monde sur les routes. Et pour les professionnels, ils refusent des clients au mois d'août et ils préféreraient pouvoir remplir leur établissement dans les ailes de saison. Donc c'est des stratégies qu'on met en place à travers l'organisation d'événements, comme par exemple le marathon des Alpes-Maritimes, qui génère énormément de séjours. Les marathoniens, comme l'a compris d'ailleurs New York il y a bien avant nous, et on a essayé en tout cas de faire la même chose. C'est un pari réussi, c'est le deuxième marathon de France où tous ces dizaines de milliers de coureurs génèrent du tourisme. Donc on le fait en aile de saison, c'est-à-dire au mois de novembre. Et là, on crée, c'est une nouveauté pour l'an 2000, le festival Outdoor, où en fait on va promouvoir pendant 3 jours début mai toutes les activités sportives en nature, là aussi pour générer du séjour. Et l'idée qu'on se fait, je m'arrêterai là en tant qu'élue et comme mes femmes politiques, c'est d'essayer du volet environnemental. En fait, enfin moi en tout cas à titre personnel, c'est d'essayer de profiter de notre patrimoine naturel pour pouvoir le mettre en avant. C'est-à-dire les visiteurs par exemple à Antibes où je suis élue, on a le phare de la Garoupe que j'espère que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est énormément visité. Alors visité de l'extérieur parce qu'on ne peut pas pour l'instant y pénétrer, donc les gens montent sur le phare de la Garoupe, se prennent un selfie et s'en vont. Donc nous, ce qu'on a voulu essayer de faire là-dedans et ce qu'on a mis en place sur le sentier du littoral, qui est une balade à faire au bord de la mer au Cap d'Antibes, mais il y en a également à l'est du département, c'est d'essayer en fait de profiter de la venue des visiteurs, absolument pas de réguler. On a 500 000 visiteurs qui viennent faire par exemple le sentier du littoral au Cap d'Antibes. Moi, à aucun moment, j'ai envie de leur dire venez moins, on va en faire venir que tant par jour, etc. Alors que c'est fermé évidemment quand les conditions climatiques ne sont pas réunies.
Mais en fait, je veux profiter de ces 500 000 visiteurs pour faire simplement de la pédagogie et aussi, sur place, sur le lieu du Sentier du Terral, eh bien, baliser certaines zones qui sont abîmées, etc. Donc nous, en fait, je pense que touristiquement parlant, ce qui est intéressant, c'est de profiter de la venue de nos visiteurs qui sont là également pour notre patrimoine naturel et de s'en servir comme vivier pour faire justement de la pédagogie là-dessus. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille. Le maire de Cannes, par exemple, a signé une charte avec justement la Chambre de commerce et d'industrie, il me semble, Michel, sur un contrat qu'il a fait en fait avec les bateaux de croisière pour à aucun moment réguler. On n'a pas envie qu'il y ait moins de visiteurs, mais que ce soit un tourisme plus propre. À Antibes également, on est d'ailleurs la seule commune et la première commune du département à le faire. On a fait des zones où il est interdit de pêcher, donc évidemment on l'a fait en partenariat avec notre prud'homie locale et je peux vous dire que ce n'était pas évident, mais en tout cas ça a été très bien accueilli pour justement essayer de continuer toutes les activités économiques. Je pense que le développement économique n'est pas antinomique du développement durable et on doit tout simplement réfléchir en bonne intelligence, j'ai envie de dire, pour qu'on puisse concilier les deux. Par exemple, on en a un décret plage dont certains ont dû entendre parler aujourd'hui, qu'on a mis en place notamment à Antibes, où on a démonté 21 plages et on en a recréé 6 qui sont démontées l'hiver, là aussi, pour essayer d'avoir une dimension, en tout cas environnementale, dans tous les projets qu'on met en place. Et puis plus généralement, on peut le voir, alors certains l'appelleront le green, comment il s'appelle ça, washing, non, je ne sais plus comment ils l'ont appelé. Voilà, c'est ça. Donc qui consiste de repeindre la ville en verte. En tout cas, peu importe si c'est des stratégies électorales, mais moi je suis heureuse en tant que défenseur de l'environnement de me dire que la mode est un peu moins à la construction de bâtis, mais un peu plus à l'aménagement, en tout cas, d'espaces verts au sein d'une commune qui sont si importantes, que ce soit pour les visiteurs ou pour les citoyens. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. D'abord, merci de m'accueillir. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai le grand honneur de vous présenter la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur, qui est une institution publique d'État qui a pour objectif de soutenir l'économie et soutenir les entreprises. Et donc l'économie, c'est aussi quelquefois, vécu et reconnu comme étant antinomique l'environnement, respecter en tout cas l'environnement. Alors je vous rassure, tout d'abord, l'ensemble des entreprises que nous représentons sur la Côte d'Azur, qu'elles soient dans l'industrie, alors on n'a pas des hauts fourneaux ici, mais il y a une industrie de grande qualité. Si vous allez à Grasse, vous avez l'industrie avec un pôle arômes et fragrances qui aujourd'hui est mondial et qui est unique. Vous avez d'autres industries qui sont non polluantes, vous avez Sophia Antipolis notamment, toutes ces industries liées à la nouvelle économie, au digital, je dirais, et ça c'est hyper important. Et puis il y a le tourisme. Alors, le président de la Chambre de commerce et industrie m'a donné la charge du tourisme au sein de la CCI. C'est un sacré challenge, dans la mesure où c'est un poste qui n'existait pas dans les précédentes mandatures, ce qui veut dire que le tourisme a pris toute sa valeur au sein de la CCI, tout simplement parce que c'est un pan entier de l'économie de ce territoire, c'est pratiquement 19% du PIB, ce qui serait en fait très difficile sur le plan économique sur ce territoire de s'en sortir sans le tourisme. Ce qui est important à noter aujourd'hui, c'est que le tourisme, il faut le sortir, si vous le permettez un petit moment, du tourisme stricto sensu balnéaire. Les congés payés ont tout transformé, tout a commencé sur la Côte d'Azur au XVIIIe et XIXe siècle avec la nomenclatura européenne, les tsars, les reines hautes qui venaient prendre, je dirais, une climatologie plutôt avantageuse en hiver, et puis ensuite avec les congés payés, eh bien, tout a été inversé. La Côte d'Azur l'hiver est vide et la Côte d'Azur l'été est pleine. Ça, c'est une réalité que nous vivons, nous, professionnels, je dirais, du tourisme, que nous soyons hôteliers, restaurateurs, plagistes. Alexandra est antiboise, moi je suis cannois, je suis aubergiste, j'ai un hôtel 4 étoiles dans lequel je viens d'investir 9 millions d'euros, pas très loin de la Croisette. Je suis également, depuis 2003, délégataire du service public balnéaire d'une plage privée sur la Croisette. Je peux vous en parler, le décret plage, Alexandra le sait, on l'a combattu, non pas parce qu'on était des abrutis, mais tout simplement parce que, si vous souhaitez, je peux vous répondre là-dessus, on a fait tout et son contraire, et qu'on a fait au travers d'une loi littorale en 1986 très intelligente qui avait pour vocation de protéger le territoire.
On a fait un décret d'application complètement, je dirais personnellement en ce qui me concerne, abscon, contraire à toute logique et absolument idiot. Comment peut-on comparer les plages de la Côte d'Azur et les plages du Touquet-Plage, les plages de Normandie ou les plages, je dirais, de Gascogne? Vous imaginez que même la question que je vous pose, et vous allez me répondre, une plage c'est quoi? Qui peut me répondre? C'est quoi une plage? C'est quoi? Dites-moi. C'est eux qui posent des questions. Non, mais je sais qu'ils vont poser, mais c'est quoi une plage? En fait, une plage aujourd'hui, sur le plan juridique, ça n'a pas de détermination. Vous avez une plage magique à Antibes qui est la Garoupe. Et vous avez des plages dans le nord de la France qui font 45 km. Comment voulez-vous appliquer un décret d'application à une carotte et à un concombre? Et nous en avons souffert. Je laisse pour l'instant les plages parce que sinon on va rentrer dans la polémique. Mais ce que je voulais vous dire surtout, c'est que la Côte d'Azur, la French Riviera, Cannes-sur-Mer, fait partie d'une marque mondiale, la Côte d'Azur. Cette Côte d'Azur, elle est mondialement connue et elle a une valeur extraordinaire sur le plan mondial parce qu'elle est unique. Elle est unique par ses géographies. Vous avez, Alexandra l'a dit très justement, vous avez 90% de la population qui vit sur le littoral et le reste qui vit sur le haut et moyen pays. Comment faire cohabiter 1 500 000 habitants des Alpes-Maritimes? Je vais corriger légèrement le chiffre d'Alexandra. C'est 13 millions de visiteurs chaque année que nous recevons et c'est pas toujours facile. Je vous dirais très simplement en tant qu'hôtelier, si vous saviez, et c'est un vrai témoignage que je veux vous donner aujourd'hui, combien les touristes qui viennent sur la Côte d'Azur et qui séjournent dans mon hôtel sont certaines fois 1000 fois plus attachés au respect de l'environnement que les locaux et les incivilités qu'on fait et qu'on voit. Combien je vois de temps en temps, et même malheureusement tous les jours, des gens qui habitent ici et qui jettent des mégots, des gens qui prennent leurs chiens et qui ne ramassent pas les cacas, des gens qui jettent des papiers gras. Venez à certaines périodes à Cannes ou Antibes pendant le festival de jazz ou pendant le festival du film. Ce n'est pas nécessairement les festivaliers qui jettent des papiers gras et qui jettent leurs mégots, c'est aussi les locaux. Et sur ce plan-là, tout à l'heure quelqu'un l'a dit, je crois qu'il doit y avoir de la pédagogie, je crois que ça doit commencer à l'école et le respect commence par là. Alors lorsque je vous ai dit ça, bien entendu, on peut imaginer, et par rapport aux groupes qui ont été donnés tout à l'heure, l'économie elle est vitale. Elle est vitale parce qu'aujourd'hui, grosso modo, le tourisme c'est 200 000 emplois sur ce territoire. 200 000 emplois. Je l'ai dit tout à l'heure, pratiquement 20% du PIB. Et sans cette économie-là, bien entendu, il y aurait un déséquilibre tellement fort qu'aujourd'hui, ce territoire n'arriverait pas à équilibrer sa survie. Et quelque part, il est indispensable. Alors, bien sûr que le tourisme durable, il est plutôt, je dirais, attaqué par ce tourisme balnéaire que, de temps en temps, même nous, hôteliers et plagistes, subissons entre, je dirais, le 10 juillet et le 24 août. Ceci étant dit, il n'est pas complètement représentatif du tourisme de la Côte d'Azur. Parce qu'aujourd'hui, 35% du tourisme de la Côte d'Azur, c'est du tourisme d'affaires. C'est quoi le tourisme d'affaires? C'est des grands salons professionnels, c'est des grands congrès, c'est le festival du film, c'est le festival de jazz agence. Ce sont des événements majeurs mondiaux que le monde nous envie et qui font que l'hiver est sur les ailes de saison. Bien heureusement, nous avons ce tourisme d'affaires. Un touriste d'affaires dépense 3 fois plus qu'un tourisme de loisirs. 3 fois plus. Donc imaginez le poids que ça peut avoir dans l'économie. Et si vous voulez continuer à avoir une équipe qui fonctionne, et principalement des emplois, parce que j'étais ravi d'apprendre ce matin qu'il n'y avait plus que 8% de chômeurs dans ce pays, sauf qu'en Europe, on est tous, dans tous les pays, c'est entre 3 et 5%. Il reste encore du chemin. Alors on peut se féliciter d'avoir avancé, mais ce n'est pas suffisant. Savez-vous qu'il y a 77 000 chômeurs qui sont enregistrés à Pôle emploi sur la Côte d'Azur, sur lesquels 10 000 jeunes de moins de 25 ans. 10 000. Sur une population d'1,5 million. Et le tourisme est un formidable ascenseur social pour ces jeunes. Il est une formidable opportunité de trouver des emplois parce qu'elle n'est pas délocalisable. Vous venez récemment vivre à Sophia Antipolis, Alexandra le sait, une grande société internationale dont la tête de pont c'est Nestlé qui vient de délocaliser pratiquement 800 emplois. Eh bien le tourisme, il n'est pas délocalisable. Il est sur cette marque mondiale Côte d'Azur
Alexandra l'a dit, avec des sous-marques, des perles, Nice, Menton, Villefranche-sur-Mer, Cannes-sur-Mer, Cannes, Antibes. Et ça, le monde entier nous l'envie. Alors, bien entendu, nous sommes tous responsables, chefs d'entreprise, et nous pouvons imaginer aujourd'hui de comment encore améliorer, non pas notre fonctionnement et notre attractivité et notre compétitivité, mais de la manière dont aujourd'hui nous devons intégrer que cette mer, elle nous a vu naître. Cette mer Méditerranée, c'est notre berceau. Sans cette mer, la destination Côte d'Azur n'existe plus. Bien entendu, il y a le Mercantour. Bien entendu, il y a ces jolies montagnes. Bien entendu, il y a toute cette partie du territoire, n'est-ce pas, Alexandra, où il se passe des événements extraordinaires, très peu connus dans le monde. Mais le CRT y travaille, et je peux vous dire que de plus en plus de gens viennent de l'étranger. Comme quelqu'un disait tout à l'heure, le matin, on fait des bateaux, et l'après-midi, on monte faire des randonnées dans le Mercantour. Donc tout ça, c'est un juste équilibre. Ce juste équilibre, il reste encore à trouver, il reste à développer. Quand vous ouvrez aujourd'hui un hôtel ou vous rénovez un hôtel, à partir du moment où vous attaquez à ce que cet hôtel devienne, bien entendu, beaucoup plus, je dirais, opérationnel sur le plan du respect de l'environnement, vous devez imaginer qu'il va vous coûter entre 15 et 20% plus cher que si vous le faites de manière traditionnelle. Aujourd'hui, certaines sociétés internationales dans le monde, et notamment en Europe du Nord, les Scandinaves, j'ai eu l'exemple récemment d'une société scandinave de Stockholm qui a téléphoné au service réservation de mon hôtel pour dire, avant même, est-ce que vous avez des chambres, est-ce que vous avez des salles de réunion, quelle est exactement votre stratégie environnementale dans votre hôtel, parce que s'il n'y a pas de stratégie environnementale, nous ne viendrons pas dans votre hôtel. J'ai moi-même visité à Stockholm il y a 10 ans un quartier dont un hôtel a été construit de A jusqu'à Z en respectant un ensemble de données environnementales qui a été construit sur l'ancien marais qu'ils ont dû dépolluer et sur lequel aujourd'hui cet hôtel, il est autonome à 100%. Les déchets produisent le chauffage produit ci, et ci produit la climatisation. Quoi qu'en climatisation, à Stockholm, on n'en a pas trop besoin. Elle est naturelle. Voilà quel est l'enjeu aujourd'hui pour les entreprises qui sont dans le tourisme. Vous avez dit tout à l'heure des choses qui existent déjà, et je peux vous le confirmer. Nous avons tout un tas de données statistiques tout au long de l'année de savoir combien de touristes viennent, qu'est-ce qu'ils veulent exactement, quelles sont leurs attentes, des parcours thématiques, des clusters, ce que nous appelons nous, que ce soit sport, que ce soit environnement, divers et variés, aujourd'hui ont été créés sous la houlette du CRT avec les différentes, différentes villes, mais également les professionnels. Nous savons exactement aujourd'hui ce que les clients attendent. Il y a une donnée fondamentale qui a changé. Et après, je m'arrêterai là parce que aujourd'hui, la vraie vérité, elle est dans les outils que les touristes utilisent pour choisir une destination. Un touriste aujourd'hui, avant d'organiser son voyage, il va sur Internet, il l'étudie et il programme son voyage et il sait exactement ce qu'il va décider de faire, ce qu'il va choisir et ce qu'il va consommer. Une fois qu'il a fait ça, il réserve, il vient sur le territoire et pendant qu'il est sur le territoire, il vit une expérience, il compare, il juge. Et un mois plus tard, vous avez les commentaires sur TripAdvisor, vous avez les commentaires sur les réseaux sociaux. Et croyez-moi, quelquefois, ça peut être pour certains professionnels très difficile, ou même pour une destination, très difficile à accepter. Et la troisième chose, c'est que derrière, ça crée aussi, au travers de cela et de ces commentaires et de cette réalité, eh bien une communication positive ou une communication négative. Je pense que nous avons tout intérêt, dans le futur, de trouver des solutions qui puissent allier et qui puissent contribuer à ce que la compétitivité et l'attractivité touristique de ce territoire continuent à exister et à se développer, qu'elle puisse se développer avec une véritable vision globale, mais elle y inclut les politiques. Il n'y a pas de politique ici, ou s'il y en a, excusez-moi, je ne sais pas qui ils sont. Mais les politiques sont à la base aussi, c'est eux qui donnent les permis de construire, c'est eux qui définissent les lois, c'est eux qui les font voter, c'est eux qui les font appliquer. Et très souvent, croyez-moi, c'est assez contradictoire entre ce qu'on entend, entre les discours qu'on nous promet et la réalité des lois.
Si vous saviez combien de centaines de milliers de lois et de dispositifs il existe en France, si déjà on les faisait appliquer, on vivrait mieux et l'environnement se porterait beaucoup mieux. Sauf qu'à un moment donné, entre la réalité des lois, la réalité de l'application des lois et ce qui se passe véritablement, c'est pas la peine encore d'imaginer 100 000 ou 200 000 lois supplémentaires. Elles existent, appliquons-les. Sur beaucoup d'ailleurs, sur tout un tas d'ailleurs de réalités. Et pour terminer, je vais vous dire, nous avons tous, autant que vous êtes, la chance de vivre un territoire, au-delà d'être unique, qui a des spécificités qui font que le monde entier nous l'envie. Le monde entier nous l'envie. Sachons-le le préserver, bien sûr, pour notre compétitivité et aussi pour notre attractivité, mais aussi pour nous-mêmes en tant qu'êtres humains, pour nos enfants et nos petits-enfants. Et je pense que si nous arrivons à combiner et à allier cet ensemble de paramètres et les faire vivre ensemble, je suis persuadé que notre belle Côte d'Azur, notre belle French Riviera, marque mondiale, a encore devant elle, croyez-moi, de beaux jours à vivre. Voilà, merci. Monsieur Herouin, voulez-vous prendre la suite? Oui. Donc, Guy Herouin, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de participer à l'ensemble de cette journée. Donc, moi, je suis consultant pour le pôle de compétitivité mer Méditerranée, pôle de compétitivité qui maintenant est en place depuis environ 15 ans. Après une assez longue carrière à l'IFREMER, donc je suis évidemment sensible à l'environnement. Et je voudrais donner quelques exemples du pôle de compétitivité sur cet aspect touristique. D'abord, première chose, c'est que, vous savez sans doute, le tourisme littoral, alors la définition est un peu complexe, je n'insiste pas dessus, mais c'est le premier poste économique maritime en France. Et particulièrement, bien sûr, dans cette région et sur l'ensemble des côtes méditerranéennes, que ce soit ici, en Occitanie et en Corse. Premier poste économique français, donc économique maritime. Donc c'est important, évidemment, c'est devant le naval, ainsi de suite, hein, c'est de loin. Et évidemment, le pôle de compétitivité a mis en place des innovations, parce que notre caractéristique fondamentale d'un pôle de compétitivité, c'est de susciter des projets en coopération entre entreprises et laboratoires de recherche essentiellement, basés sur l'innovation. Et donc, nous avons mis en place un domaine qui s'appelle environnement et valorisation littorale. Dans valorisation, il y a le tourisme évidemment, qui est dirigé ici par Quentin Calas, et qui justement a initié un certain nombre de projets innovants pour le tourisme. Alors évidemment, comme vous l'avez dit à l'instant, notre région, et en particulier ici, est très attractive. Donc évidemment, il faut continuer à ce que ces régions soient attractives et en bénéficiant des caractéristiques naturelles, tout ça. Alors, évidemment, là, il y a des problèmes environnementaux parce qu'il ne faudrait pas que l'afflux des touristes, la région donc, très convoitée, très attractive, ait comme conséquence une destruction de l'environnement ou une diminution de la qualité environnementale. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que, alors sans aller trop loin, parce qu'on a parlé au cours de nos réunions ici, de conséquences changement climatique et autres, et pollution plus locale, il est évident qu'un certain nombre d'activités doivent être régulées ou doivent intégrer dans leur développement des orientations donc, environnementales. Que ce soit les croisières, les aménagements littoraux, ainsi de suite. Et maintenant, on peut dire quand même qu'il y a d'abord une grande prise de conscience de cet aspect environnemental et ensuite des connaissances et des techniques qui permettent justement ces évolutions en préservant l'environnement mieux que l'on le faisait il y a quelques décennies. Ensuite, sur l'innovation proprement dit liée au tourisme, ben, j'ai cité quelques exemples. Il y a les mouillages, par exemple. Donc les mouillages de la plaisance. Ce matin, on a parlé des mouillages de grande plaisance, de navires plus de 24 mètres. Et donc, pour préserver les fonds, les envies de Pesénie en particulier, qui sont une espèce caractéristique endémique de la Méditerranée, eh bien, il y a des règlements qui vont se mettre en place
Et on participe à des projets de ce qu'on appelle mouillage écologique, c'est-à-dire mouillage impactant faiblement ou peu les fonds, par exemple. Et il y a aussi, donc, dans le domaine de la plaisance, et ça a été évoqué, des navires de plaisance à propulsion électrique. C'est une innovation intéressante et qui a comme conséquence, bien sûr, de ne pas émettre de gaz carbonique et d'être très respectueuse de l'environnement. Même si c'est des activités qui sont émergentes, on pense qu'elles se développeront. Pour autre exemple, on a parlé ici ce matin des croisières et des navires de croisière qui sont maintenant de plus en plus importants en Méditerranée et qui à quai émettent des fumées puisque leur groupe fonctionne pour alimenter ces villes flottantes. On a parlé de navires de croisière qui font 5 à 6 000 croisiéristes, c'est énorme. Eh bien, ce sont des bateaux qui, à quai, consomment 10 mégawatts ou plus. Et évidemment, ça gêne les populations environnantes, et on les comprend dans les ports où ces navires donc, font escale. Eh bien, nous sommes en train de développer des projets innovants de fourniture d'électricité à quai, donc qui permettraient à ce moment-là de stopper les groupes de ces navires. Alors, c'est pas très facile parce que là, on parle, comme j'ai dit tout à l'heure, de dizaines de mégawatts. On imagine bien que les quais ne sont pas équipés pour ça. Donc, il faut réfléchir comment on peut les équiper, quelles sont les énergies qui peuvent produire ces puissances-là. Mais c'est en cours. Et actuellement, à Marseille, par exemple, il y a des prototypes qui sont en essai. Et ça va se développer dans les autres ports escales de ces navires de croisière. Alors, il y a aussi, on a parlé au cours de nos discussions, je voulais insister un peu là-dessus, sur le numérique. Le numérique est une nouvelle tendance qui pénètre finalement tous les secteurs économiques. Et là, il y a des capacités de numérique, ou ce qu'on peut appeler aussi réalité virtuelle, qui permettent de montrer aux touristes un certain nombre de choses sans qu'ils soient forcément obligés de plonger, par exemple. Donc avec des casques de réalité virtuelle, il y a beaucoup d'exemples maintenant qui se font dans d'autres domaines. J'ai visité récemment, par exemple, une exposition de la Joconde, et on a un casque de réalité virtuelle qui permet de compléter ce que l'on voit par l'explication historique de la Joconde. Et il y a des réalisations comme celle-ci qui se font dans le domaine de la mer. Ça, c'est intéressant parce que ça a aussi comme conséquence de pouvoir décharger les sites touristiques naturels qui, quelquefois, sont saturés par des plongées, ainsi de suite. Donc, autre exemple. Également, un peu dans les domaines d'application numérique, c'est des aides aux visiteurs de parcs naturels. Par exemple, il y a des choses qui se font au parc des Calanques actuellement, avec des guides touristiques donc, en ligne, et qui permettent aux visiteurs de bénéficier d'explications complémentaires de ce qu'ils voient. Il y a aussi, ça a été évoqué, je crois, lors d'une réunion, la préservation de l'écosystème, bien sûr, et même la restauration de ces écosystèmes quand ils sont dégradés. Et le pôle mer a lancé, donc maintenant, ça fait presque 10 ans, mais avec pas mal d'exemples qui permettent de restaurer des milieux écologiques. On a parlé de l'Ibercolonie, mais également dans les ports. Les ports, oui, les ports de Côte d'Azur sont propres, hein, et c'est même plus que propre, puisqu'il y a des nouvelles méthodes et technologies qui permettent de restaurer les écosystèmes dans les ports. Donc on va au-delà du port propre. Tout ceci, d'ailleurs, doit être connu parce que les habitants, bien entendu, alors il y a des efforts qui sont faits pour diffuser ces résultats, mais également vis-à-vis des touristes. Je crois que c'est important parce que les touristes, comme vous l'avez dit aussi, sont de plus en plus préoccupés, en tout cas ils posent des questions sur quelle est la qualité environnementale, que faites-vous pour préserver des écosystèmes, ainsi de suite. Donc c'est très important d'avoir des exemples, de le faire, et puis aussi de diffuser ces informations. Voilà, donc j'ai participé aussi à un
projet européen de concertation entre les pays méditerranéens sur l'économie bleue, comme on dit, et il y a le domaine du tourisme qui en fait partie. Et j'ai vu que dans d'autres pays européens, notamment l'Italie, la Grèce, ils mettent en avant beaucoup plus que chez nous le patrimoine et la culture. Donc on le fait, hein, bien sûr, mais je pense qu'on peut faire plus sans doute, un peu à l'exemple de ce que font ces pays, pour montrer les sites historiques, patrimoniaux, particulièrement intéressants, peut-être aider là aussi avec le numérique, mais c'est important de mettre ça en avant. Vous savez sans doute que la grotte de Cosquer va être dupliquée virtuellement donc, à Marseille, dans le palais de la Méditerranée. Donc il faut penser, puisqu'on nous a dit qu'il fallait réfléchir 2050, hein, c'est ce qu'on nous a dit, mais il faut penser à utiliser ces innovations, ces technologies pour se projeter jusqu'à cet objectif. Merci. Si je pouvais juste une seconde, la Chambre de commerce gère également les ports de la Côte d'Azur et gère les croisières. Et en tant que, je dirais, membre de cette CCI, je souhaiterais, si vous le permettez, amener un point par rapport à ce que je veux dire sur les croisières. Il n'y a pas sur la Côte d'Azur de bateaux qui accostent sur des quais, étant entendu qu'il n'y a pas d'infrastructure pour cela. La majorité des bateaux de croisière qui font escale en Méditerranée sur la partie Côte d'Azur le font en baie. De ce fait, il n'y a pas de surconsommation ou il n'y a pas de problématique d'alimentation en termes de mégawatts, quoi qu'il soit. De plus, la charte qui vient d'être signée entre la CCI Nice Côte d'Azur et les compagnies de croisière et les ports, et notamment la ville de Cannes qui est précurseur en la matière, c'est des carburants utilisés sur les derniers 1000 avant d'arriver sur les mouillages qui sont à moins de 0,1% de soufre. La plupart de ces bateaux, je les ai visités, je les connais. C'est vrai, ce sont des infrastructures de 5-6 000 passagers avec 1000 à 2000 collaborateurs qui travaillent à bord. Ce sont des bateaux qui ont été construits de manière à ce que le recyclage des déchets, le recyclage de tout ce qui est en termes de, comment dirais-je, rejet éventuel qui pourrait être établi, aujourd'hui, n'est plus d'actualité. N'est plus d'actualité parce que la majorité des croisiéristes qui montent sur ces bateaux sont convaincus, comme vous et comme moi, que ces bateaux ne peuvent pas nuire aujourd'hui à l'environnement. Et une grande partie des gens qui montent sur ces bateaux sont principalement des anglo-saxons, des Américains, des gens du nord de l'Europe et d'ailleurs, qui sont convaincus que si ces bateaux étaient des bateaux pollueurs, ils ne monteraient pas à bord. Et que donc la croisière serait à un moment donné un aspect, un segment en matière de tourisme qui serait amené à disparaître. Donc je tenais à le dire, si vous me permettez, parce qu'il est vrai qu'à Marseille, et encore sous certaines infrastructures, permettent à ces bateaux d'accoster. Il y a cette problématique. Chez nous, ça a été cette année 650 000 croisiéristes sur la Côte d'Azur, avec principalement à 99%, il y a eu aussi quelques bateaux qui ont accosté à Nice. Il y en a 14 escales qui ont accosté à Antibes, également sur la partie croisière de luxe, sur des petits bateaux qui, en règle générale, ne nuisent pas à cet environnement. Je tiens à le dire parce que c'est très important. Voilà. Excusez-moi, c'était un petit correctif que je me suis permis, mais comme si vous voulez, nous gérons les ports de la Côte d'Azur, en termes de croisière, c'était important que je le dise. Je vous remercie. Maintenant, ce que je propose, c'est d'entendre un regard extérieur. C'est intéressant quand même de savoir, donc là on vient d'entendre 3 regards, c'était vraiment des regards du coin, si j'ose dire, surtout de la côte. Et là, M. Gomez représente un autre regard, puisque c'est un regard atlantique breton, oserais-je dire. Et je pense que c'est très intéressant que vous puissiez nous apporter votre éclairage de ce point. Merci, alors je suis breton, ça s'entend bien dans mon accent. D'abord, je voulais remercier Jean-Éric Aubert de m'avoir invité à ce colloque. Je me suis un peu greffé au dernier moment. Et j'ai trouvé les intervenants de très grande qualité, les interventions de ce matin vraiment excellentes, et les propositions que vous faites très intéressantes. Et c'est là-dessus que j'ai envie de réagir. J'espère que j'ai 2 heures. Parce que je voudrais commencer dans le global et descendre un petit peu dans le détail. On nous dit qu'on va être 7 milliards, 9 milliards, 10 milliards d'habitants sur cette planète dans quelques temps.
Face à ce problème démographique, les êtres humains vont être confrontés à 3 enjeux majeurs. L'accès à l'eau, l'accès à la nourriture, l'accès à l'énergie. Et sur ces 3 enjeux majeurs, c'est la mer qui va répondre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les enjeux maritimes, c'est les enjeux de la planète. Ça devient des enjeux prioritaires de la planète. Donc ne pas parler d'enjeux maritimes serait une erreur quelle qu'elle soit. Il nous faut penser la mer. Je suis au regret de vous dire que la Méditerranée n'existe pas. On vit sur une planète qui devrait s'appeler la mer et pas s'appeler la Terre, puisqu'elle a 70% d'eau qui la recouvre. Et toutes ces grandes masses d'eau, elles sont en communication les unes avec les autres. Et elles sont séparées par des frontières artificielles que les hommes ont inventées. Et c'est nous qui avons donné des noms à ces espaces, en appelant l'un l'Atlantique, l'autre la Méditerranée, l'autre, etc. C'est-à-dire que les mers n'existent que parce qu'elles ont été nommées et parce qu'elles ont été pensées par les hommes. Et l'avenir de la mer n'existera que s'il est nommé et s'il est pensé par les êtres humains. D'où l'intérêt de ce genre de colloque. Et l'avenir de la mer, il est là, il est entre vous, il est entre vos mains, il est entre nos mains. Alors moi, mon métier, je dirige un centre de formation, c'est de mettre des choses dans la tête des gens. Et je vais me servir de ce que j'ai entendu aujourd'hui et de ce que vous proposez, pour mettre des choses dans la tête des gens. Il y a un concept que j'ai beaucoup aimé, que j'avais déjà entendu, c'est le concept de méritoire. On a habitué nos citoyens à adhérer à des territoires, à être proches d'un terroir. Aujourd'hui, il faut qu'on leur apprenne à être proches de méritoire. Et leur dire que lorsqu'il y a 70% de la planète qui est recouverte d'eau, il faut qu'on s'intéresse à cette partie de notre territoire dans laquelle il faut que nous nous projetions les uns et les autres. Alors aujourd'hui, vous avez parlé du tourisme, et l'enjeu c'était le tourisme. Je crois que c'était hier ou avant-hier, il y avait une émission à la télévision qui disait faut-il interdire le tourisme. Alors je n'ai pas regardé, j'ai juste vu. Vous avez bien fait. Je n'avais surtout pas envie de la regarder. Moi non plus. Alors, moi ce que je peux en dire, c'est que le tourisme c'est une activité économique. C'est l'une des 2 principales activités économiques du monde. Aujourd'hui, le PIB du tourisme en France, il est à peu près égal au PIB de l'industrie manufacturière. Et c'est pareil dans le monde entier. Alors certains disent que le tourisme est la première activité économique du monde. Je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième, en tout cas elle est dans les 2 premières. Il y a un représentant de chambre de commerce. Moi je me suis beaucoup amusé pendant des années. Dans la région où je vis avant, je suis aussi un ancien élu. J'avais un président de chambre de commerce dans une région très industrielle. Et chaque fois qu'il faisait une conférence, il disait l'important c'est l'industrie. Et sachez que chaque emploi industriel crée 4 emplois de service. Ce qui est une bêtise monumentale. Et je lui disais, vous avez raison, mais sachez que le contraire est vrai. Et que chaque emploi de service crée 4 emplois industriels. Aujourd'hui, on fabrique des avions parce que le tourisme se développe. Et c'est le tourisme générateur de la construction aéronautique. Ce n'est pas dans l'autre sens que ça se passe. Et c'est le développement des services qui génère le développement de l'industrie. Et l'industrie et les services sont totalement interdépendants l'une de l'autre. Et c'est idiot économiquement de vouloir séparer de l'autre. Donc est-ce qu'on va supprimer le tourisme? Surtout pas. Merci, monsieur. Je reste. Et le tourisme, vous l'avez dit ce matin, il est totalement consubstantiel du développement de l'industrie et de la transformation des activités humaines. Alors, quand j'entends parler là aussi généralement de désindustrialisation, et on dit c'est une horreur la désindustrialisation. L'industrie, c'est 150 ans de l'histoire de l'humanité. L'humanité et l'activité humaine a existé avant l'industrie, elle existera après l'industrie. L'industrie, c'est un temps de notre période de l'activité humaine. Ne croyons pas que l'industrie, c'est l'essentiel de l'activité humaine. Par contre, les hommes ont besoin d'activité, et cette activité humaine doit se réguler, elle doit se réguler dans le temps. Comment elle va se réguler? Une activité économique, c'est un marché, et ça se régule par la rencontre entre une offre et une demande. J'étais il y a quelque temps dans notre secteur à une conférence sur le bateau du futur. Et là, j'avais un de mes amis qui est le patron d'un des plus grands chantiers navals français. Et quand on lui a posé la question, c'est quoi le bateau du futur? Vous auriez pu, monsieur, dire ça. Il a dit, le bateau du futur, c'est un bateau qui se vend. C'est-à-dire, si je fabrique des bateaux qui ne se vendent pas, vous aurez beau m'inventer tous les concepts que vous voulez, écologique, durable, soutenable, vous appelez ça comme vous voulez, si j'ai personne pour m'acheter, le bateau, il ne se fera pas. Donc le tourisme du futur, le tourisme de qualité, c'est le tourisme que les demandeurs vont générer. Ce n'est pas l'offreur qui génère le tourisme, ça va être d'abord le demandeur. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé les idées, moi, sur l'éducation du consommateur et l'éducation du citoyen. Est-ce qu'on n'est pas capable, nous, dans les pays occidentaux, d'expliquer à nos enfants qu'il y a peut-être des activités plus intelligentes que d'aller mettre sur une serviette sur une plage et de se laisser bronzer pendant des heures pour attraper les cancers de la peau? Ce n'est pas forcément l'activité humaine la plus intelligente qu'on ait réussi à développer ces 50 dernières années. Donc on va essayer de faire en sorte qu'ils en sortent. Donc oui, il faut, et vous l'avez proposé, il y a plein d'idées autour de ça, il faut éduquer pour qu'on consomme différemment. Et je pense que l'avenir du tourisme, il va passer par l'avenir des modes de consommation du tourisme
plus que par les facteurs de production tels qu'on a pu sortir à un moment donné. Et donc on va travailler sur l'éducation, on va travailler sur ce qu'on va mettre dans la tête des êtres humains, à commencer par les enfants, les collégiens, etc., pour qu'ils fassent évoluer leur mode de consommation de cette activité de loisir. Et puis face à ça, il faut aussi apporter de la compétence et mettre des choses dans la tête de ceux qui vont construire l'offre. Et vous l'avez dit là aussi tout à l'heure, il faut leur expliquer que pour qu'une activité économique soit durable, soit soutenable, je préfère ce mot-là, qui se rapproche plus du mot anglais que le mot durable, eh bien il va falloir mettre dans la compétence des acteurs des éléments qui vont leur permettre d'imaginer des solutions de demain. Et c'est pour ça que moi j'ai envie de développer des formations d'acteurs du tourisme dans lesquels on va leur apprendre à construire d'autres outils, une autre offre. Vous savez, en Bretagne, par exemple, on est en train de réfléchir en ce moment à quelque chose qui est un petit peu développé en Méditerranée, qui est le pescatourisme. Le pescatourisme, c'est le pendant de ce qu'on a fait à un moment donné avec le tourisme vert. Vous savez, il y a des agriculteurs qui n'arrivent plus à vivre dans l'exploitation, et on leur a dit, à côté de votre exploitation, vous allez faire chambre d'hôte, maison d'hôte, présenter l'activité d'une ferme, et ça va intéresser les gens. Aujourd'hui, on se dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire pareil à la pêche? J'ai embarqué des gens sur un bateau, alors ça c'est très compliqué, parce que l'administration française, pour embarquer des gens sur un bateau, croyez-moi qu'elle sait compliquer les choses. On va embarquer les gens sur un bateau, on va leur expliquer comment on fait pour pêcher, ce que c'est un poisson, à quoi ça ressemble, où est-ce qu'il se trouve, et puis on va revenir à terre, et puis là, on va peut-être essayer de leur faire goûter ce poisson, et puis leur faire passer une soirée agréable, avec un petit peu de chouchen, de vin local, et générer une autre façon de consommer la mer. Vous savez, Éric Tabarly, il avait cette phrase que tout le monde connaît, qui disait la mer, c'est ce qu'on a dans le dos quand on regarde la plage. J'ai envie de le dire, on va répondre à cette question aujourd'hui, la plage, moi c'est ce que j'ai dans le dos quand je regarde la mer. Donc j'ai envie de m'intéresser à ce lien entre le littoral et la mer et comment on peut trouver des activités intelligentes. J'ai un copain qui, dans la mer des Oises, vient de développer une activité où il a affrété 2 bateaux et il amène des touristes l'été dans le parc marin des Oises pour aller voir les phares marins d'abord, et puis ensuite découvrir les colonies de phoques, découvrir les dauphins, etc. Mais c'est quand même autre chose que de laisser une fois de plus les gens grillés sur une serviette au sol. Donc on est capable d'imaginer tous ces outils, tous ces produits nouveaux, mais par contre il va falloir qu'on crée une adéquation entre l'offre et la demande. Vous ne vendrez pas d'activités touristiques nouvelles et durables si personne ne veut les acheter. Et il va falloir petit à petit transformer les comportements de consommation. Et par rapport à ce qui a été dit ce matin sur l'évolution, si on regarde ce qu'a été l'évolution des offres économiques dans le monde, les transformations et les gaps et les sauts de transformation, on s'aperçoit que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des ruptures industrielles et des ruptures technologiques à chaque fois qu'il y a eu la conjonction de 3 facteurs en même temps. Le premier de ces facteurs, c'est le développement des modes de transport. Vous avez dit, monsieur, ce matin, que le train avait créé le tourisme. Le deuxième facteur, c'est le développement des modes de communication. On a parlé tout à l'heure de l'éducation qui pouvait se faire sur les réseaux sociaux. Et le troisième facteur, c'est le développement des modes de production d'énergie. Comme on est passé au pétrole, au gaz, etc. Et aujourd'hui, on est exactement dans une période où ces 3 facteurs sont en train de se transformer. Et je crois que c'est la transformation de ces 3 facteurs, mode de communication, mode de production d'énergie et mode de transport, qui vont générer des activités humaines nouvelles. Et donc moi je suis très optimiste. On va sortir d'une période économique, on va rentrer dans une autre, dans laquelle il y aura des produits nouveaux, et croyez-moi que le maritime, là-dedans, il aura son mot à dire. Je vous remercie. Vous avez des questions pour nos invités? Oui, j'en étais sûre. Bonjour et merci pour la qualité de vos interventions. Guillaume Jacquet, bateau solaire 6N à Beaulieu-sur-Mer. Je voudrais simplement rebondir, puisque vous avez cité le bateau électrique et puis des exemples de modèles économiques qui rencontrent l'offre et la demande. J'ai quelques chiffres très simples. On a accueilli plus de 3500 visiteurs étrangers qui venaient des États-Unis, d'Angleterre, pour faire du bateau solaire à Beaulieu, spécifiquement. Certains même décalaient leur vol parce qu'ils voulaient être